Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Point. Le Point, vous le savez, c'est votre émission qui décrypte l'actualité de la semaine, aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, je reçois pour vous des invités de nouvelles figures avec qui nous allons essayer de passer au peigne fin les sujets ayant fait la une de l'actualité. Le premier invité qui va nous accompagner tout au long de ce périple n'est autre que Isaka Aruna. Il est le directeur de publication du journal Le Patriote. Isaka, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir chers téléspectateurs de la RTDS. Voilà. Notre invité sur ce plateau, c'est le pasteur Edo Kwame, qui n'est plus à présenter. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur Edo Kwame, bonsoir. Oui, bonsoir, Daniel. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous allons ouvrir le débat, comme d'habitude, avec ce premier sujet. Vous savez qu'après l'appel de l'Église catholique du Togo, l'Église évangélique presbytérienne du Togo et l'Église méthodique du Togo à une relance du processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle, l'Union européenne est revenue pour sa part à la charge avec cette nouvelle rencontre qu'elle a organisée le vendredi dernier avec les membres du gouvernement. Nous allons suivre ce reportage et tout juste après, on reviendra en plateau pour en débattre. Autour de la table, les délégations de l'Union européenne et du gouvernement togolais réunis pour une 15e session du dialogue politique. Objectif, discuter des différents sujets sociopolitiques et économiques de l'heure. La session a porté sur 5 points. La préparation des élections présidentielles de 2015, les réformes politiques, les réformes judiciaires, les questions de développement et l'appui que l'Union européenne et ses États membres apportent au Togo dans le cadre du développement. Et un point divers, c'est une discussion qui a été franche et ouverte sur toutes les questions qui ont été abordées. Des discussions au cours desquelles les deux parties ont mis un accent particulier sur le développement inclusif du pays. Sur les questions de développement, il est essentiellement question des réformes que le gouvernement engage pour pouvoir assurer une croissance accélérée, promotrice de l'emploi pour le Togo et l'appui que l'Union européenne apporte. L'Union européenne confirme donc sa volonté d'accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts sur plusieurs sujets, même si les deux parties n'ont pas trouvé d'accord sur tous les sujets abordés au cours de ces discussions. Il y a eu un accord dans les discussions sur des points. Le premier point, de dire que le Togo a besoin d'un cadre juridique, d'un cadre constitutionnel de la démocratie. Nous sommes convaincus que ce cadre, le plus tôt possible, il faut l'arriver. Le deuxième accord, je pense, qui était sur la table, c'est sur la mise en œuvre effectivement des recommandations de la Civizière. Parce qu'on ne parle pas des mesures très concrètes ou très précises, on parle vraiment des modèles de société où tous les Togolais puissent s'approprier du présent. Mais je voudrais effectivement soulever que la forme, la transparence, cet engagement, cette amitié de long terme et qui regarde aussi l'avenir du Togo et que l'Union européenne a pu confirmer son engagement à les accompagner. Rappelons que cette session de dialogue politique entre le Togo et l'Union européenne est souvent organisée pour passer en revue des problèmes sur le plan national, régional et international. Une occasion qui permet également aux différentes parties de se pencher sur les sujets liés à la paix, la stabilité internationale, le respect des droits de l'homme, de la démocratie et du développement inclusif. Voilà, retour sur ce plateau, chers invités. Vous avez suivi avec moi cette rencontre d'hier organisée entre l'État togolais et la délégation de l'Union européenne au Togo. Pasteur Edo Kwame, d'entre deux jeux, la question des réformes revient sur le devant de la scène. Oui, naturellement, je crois que les questions des réformes sont tellement importantes qu'on ne peut pas en passer de côté. Et aujourd'hui, si l'Union européenne revient encore sur les réformes, je crois qu'elles sont indispensables pour que l'élection présidentielle de 2015 puisse se bien dérouler et que nous puissions au moins pour une première fois s'en passer de ces contestations et surtout que les élections soient libres et transparentes. Donc, c'est la 15e session de cette rencontre avec l'Union européenne et le gouvernement togolais. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis 2004, si c'est pas de mémoire, que le Togo s'est souscrit aux 22 engagements. Depuis 2006. Depuis 2006, jusqu'à la COP politique globale. Donc aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire que
on est toujours resté sur place. Les réformes ne sont pas tangibles aujourd'hui. Voilà. Et je crois que ça relance encore le débat avec l'Union européenne, qui est l'un des partenaires très sensibles pour le développement du Togo. Donc, je crois que cet appel, cette rencontre est bienvenue. Et cela va relancer vraiment les débats. Et il faut que les autorités aient cette bonne volonté de pouvoir rapidement, parce que les réformes européennes ne vont pas au fait prendre trop de temps. C'est quelque chose d'une journée, on s'en passe et puis on fait. Parce qu'on sait combien de fois ici au Togo, on peut se retrouver en une seule journée, fait quelqu'un chef de l'État, fait de lui président de l'Assemblée nationale, fait de lui chef de l'État, et puis bon, si on pouvait le faire en quelques heures, je ne crois pas, qu'est-ce qui va nous empêcher de faire les réformes qui sont très indispensables. Donc je crois que l'Union européenne est dans son rôle, parce que les pays qui forment l'Union européenne sont des pays démocratiques, et je crois que l'Union européenne veut aussi que le Togo s'engage réellement sur la voie de la démocratie et du respect des droits de l'homme, et cela, je crois quand même que c'est une bonne chose. Voilà, Issaka Harouna, vous avez réellement suivi l'élément. Est-ce que vous partagez le même point de vue que le pasteur de Kwame? Oui, dans un premier temps, je partage le même avis pour dire que les réformes, c'est très important pour la survie et l'apaisement du pays. Voilà. Et si aujourd'hui l'Union européenne revient sur ce que le gouvernement togolais a pris comme engagement depuis 2006, voilà, c'est que c'est important. Et le gouvernement, aussi bien que les partis politiques, les leaders sont conscients que les réformes sont importantes. Mais là où je ne partage pas nécessairement l'avis du pasteur, c'est que quand il parle de faire les réformes en une journée, c'est aussi facile, mais c'est pas facile comme ça. Les réformes, c'est quelque chose qui engage l'État, la vie de l'État, et ça ne peut pas se faire comme une lettre à la poste. C'est vrai, il y a d'autres réformes qui peuvent se faire tout de suite, mais il y a certaines quand même qui doivent prendre du temps. La preuve, depuis 2006, il y a des engagements, des réformes que l'État a commencé par mettre en œuvre, même si ce n'est pas encore visible comme il est dit, mais ça se fait. Mais il y a des réformes qui demandent une volonté politique, mais on ne sent pas vraiment cette volonté politique parce que on parlait de l'organisation des locales qui pouvait être couplée avec les législatives des derniers. Oui, tout se passe, c'est vrai, tout doit se faire sur des bases un peu solides. Voilà. Il ne faut pas se précipiter parce que c'est des réformes, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui demande, je veux que ça soit fait d'abord avec des conditions, pour se précipiter et le faire après rechuter. Voilà. Ça serait une chute terrible et dangereuse pour le pays. Il faut prendre les locales. Vous savez que le pays a vécu pendant un bon moment dans un cafouillage un peu... Voilà un problème politique. Politique, mais les locales, se mettre tout de suite à organiser les locales, moi, personnellement, je pense que ça doit être un peu compliqué. Voilà. Il va falloir aller étape par étape, asseoir une base solide avant de passer au local. On avait suffisamment de temps pour arriver à ces locales, mais on a perdu plus de temps sur des points inutiles. C'est pas l'impression que vous avez? Bon, la faute à qui? La thème, on doit peut-être elle est partagée. On ne peut pas construire une démocratie sans associer les collectivités à la base. Je crois que s'il y a une base solide dont mon collègue est en train de parler, c'est d'abord d'aller à la base avec les collectivités. Il faut que ces collectivités-là sachent comment s'organiser. Et je crois que la démocratie à la base est très importante. Je crois que nous avons pris beaucoup de temps, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons pris beaucoup de temps sur les choses inutiles, sur des raisonnements politiques inutiles. Je crois aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt, ça fait 8 ans qu'on est là à la traîne. Il a parlé de certaines réformes. Lesquelles réformes, par exemple? Bon, on parle des réformes économiques, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme il a dit, ce n'est pas visible. Le panier de la ménagère est toujours resté tel qu'il était. Donc aujourd'hui, sincèrement, je crois qu'on a tellement cafouillé et ça fait mal que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur nous dicter ce que nous-mêmes nous savons meilleur, nous savons mieux pour notre pays. Voilà. Comment est-ce qu'il faut attendre encore que l'Union européenne revienne encore sur... Vous avez vu dans le débat tout à l'heure, sur les 5 points, il y a seulement eu que... Deux points sur lesquels ils se sont entendus. 2 points, mais
naturellement, ce qui est important, c'est le point de la mise en application des recommandations de la CVGR. Écoutez, ça dit beaucoup de choses. Ça parle des réformes, ça parle de la préparation des élections, ça parle du mandat, la limitation de mandat, ça parle de toutes les réformes. Donc, je crois quand même que si nous mettons, le gouvernement se met à mettre en application les recommandations de la CVJR, puisque vous avez le livre blanc avec moi ici, tout y est. Le gouvernement fait la vulgarisation de ce livre. Oui, faire la vulgarisation de ces livres, ça ne suffit pas de faire les réformes. Ça ne suffit pas de faire. Ça ne suffit pas de faire. N'est pas synonyme de réforme. Non, n'est pas synonyme de réforme. Voilà. Donc, je crois que c'est une bonne chose de divulguer ce qui est écrit dans le contenu du livre blanc, mais il va falloir qu'on aille jusque-là. Quand je vois, on a limité. On a aujourd'hui dénommé certaines rues au nom de ces anciens chefs d'État, hôpital Sylvanus Olympio, rue Clébé Dadjo, l'aéroport Niassibé Yadouma. Ça s'arrête là-bas. Voilà. C'est ça. C'est tellement limite. Donc, je ne crois pas que c'est la mise en application des recommandations de la CVGR est très important. Et c'est de ça le représentant de l'Union européenne en a parlé tout à l'heure. Et c'est très important. Donc, je viens encore pour dire à mon collègue, à mon ami Aruna, que justement aujourd'hui, il faut que nous ayons le courage de dire la vérité. Ce n'est pas parce que l'intérêt politique, c'est vrai que les acteurs politiques ont leur intérêt. Et ils savent très bien les garder, ces intérêts-là, précieusement, mais au même moment, ils pénalisent le peuple. Et c'est le peuple souvent qui est victime. Et à l'heure où nous sommes, où tout le pays, le monde est ouvert, il y a la mondialisation. Je crois quand même que le Togo ne va pas continuer à vivre en vase clos comme si de rien n'était. Je crois quand même qu'aujourd'hui, avant d'aller à l'élection présidentielle de 2015, ces réformes constitutionnelles-là, depuis le 30 juin jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le statu quo, c'est le silence radio, on ne dit rien. D'autres disent qu'il faut passer le temps, il faut fermer la page des réformes. Et ça, là, vous m'excusez, c'est de se moquer des Togolais quand on parle cet aspect de la chose. Cher confrère Isaka Aruna, vous avez suivi l'argumentation, peut-être le propos du chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, à savoir Nicolas Berlinga Martinez, qui disait, comme l'a évoqué tantôt le pasteur Edo Kwame, qu'ils n'ont pu que s'entendre sur 2 points, à savoir la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et l'instauration d'un cadre juridique constitutionnel pour la démocratie. C'est peu comme accord. Hein? Oui, effectivement, c'est peu comme réforme. Voilà. Parce que le pays vraiment a traversé une période un peu difficile. Tout est à terre. Pour remonter, ce n'est pas aussi facile. Et les réformes demandent, comme je l'avais dit tantôt, beaucoup de prudence pour ne pas retomber plus bas. Voilà. Et actuellement, les recommandations de la CVJR, le gouvernement est en train de le faire déjà avec la mise en place, l'attribution de ce volet à un ministère bien défini. Oui, mais les actions ne sont pas les actions depuis la mise en place de ces ministères. Non, mais c'est de n'importe quoi. Non, je ne pas dire que c'est de n'importe quoi. Pour un département ministériel auquel on attribue ce volet, ce n'est pas de n'importe quoi quand même. Et le pas est fait avec un livre blanc qui a été adopté, qui est en train d'être vulgarisé, parce que vous n'allez pas aller parler de quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas ce de quoi on lui parle. Et c'est ça, c'est en ce sens que la vulgarisation de ce livre blanc est important. Mais c'est là que je rejoins votre point d'avis et votre avis en disant que le ministère des droits de l'homme doit faire aussi un effort pour aller un peu plus rapide parce que les gens ont soif, surtout les victimes, tout le monde a besoin d'être informé sur ce qui s'est passé réellement, d'être apaisé dans son cœur. Et c'est la mise en œuvre de ces recommandations du livre blanc qui peut apaiser un peu et faire évoluer la situation sociopolitique dans le pays. Voilà, la situation à l'heure où nous sommes, les choses semblent être bloquées. Le pasteur soulevait tantôt un autre point que je trouvais un peu intéressant parce que l'un des ministres togolais a eu entre-temps affirmé sur les ondes d'une chaîne de télévision étrangère que la page des réformes était tournée.
Donc ça veut dire que nous allons à des élections sans réforme? Non, peut-être que c'est un peu... il n'a pas été un peu bien compris. Moi, personnellement, j'ai compris que quand nous parlons des réformes, il y a des réformes qui sont urgentes pour les élections de 2015, par exemple. Notamment la Cour constitutionnelle, la HAC dans ses attributions, la CENI, le mandat... Bon, le mandat, par exemple, n'est plus d'actualité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va encore parler de la limitation du mandat. Vous savez ce qui est arrivé avec le projet que le gouvernement a soumis à l'Assemblée. Et le clergé, c'est-à-dire l'Assemblée, il y a trois... Non, c'était pas de l'évangile. Hein? Il fallait pas... On peut revenir. Vous trouvez que c'est encore possible? Oui, c'est justement encore possible. Et quand vous parlez, justement, quand vous parlez... Quand vous parlez tout à l'heure des réformes, la CENI, la Cour constitutionnelle, vous savez comment elle est composée, la HAC, vous savez comment elle est composée. Et quand le ministre disait que la page là est tournée, mais c'est que le ministre est un homme politique, c'est de quoi il s'agit. Parce que c'est très simple de dire qu'on ne peut pas... Il parle parce que actuellement la CENI a prêté... Les membres de la CENI ont prêté serment. La Cour constitutionnelle a été mise en place. Quelle réforme vous voulez mener encore à ce niveau? Non, pour toi, pour aller aux élections, les réformes sont... Écoutez, on va parler à ce niveau, sont clôturées, sont faites. Pasteur, c'est un homme politique, un ministre de l'administration territoriale, très 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 proche de l'organisation des élections qui dit ceci, mais je ne sais pas ce que vous voulez encore au-delà. Oui, mais... Donc quand il dit, lui dit c'est fini, donc on ne peut rien. C'est pas que c'est fini, mais il y a la réalité. Donc il vient mettre un terme à l'accord politique global aux recommandations qui ont été faites. Lui seul, un ministre seul. La République n'est pas. La République n'est pas au ministre. On va aller à tout de rôle. La République, c'est République. C'est quelque chose qui est commun. C'est quelque chose qui est commun. On va mettre la balle à terre. Les partis politiques ont accepté d'être dans la CENI, par exemple. Voilà. D'être représentés. Non, mais c'est normal. C'est leur droit. Pasteur, vous aurez le temps de réagir. Voilà. Vous voulez qu'on fasse quoi encore au-delà quand les acteurs qui sont prêts à participer à l'élection sont déjà... Ce n'est qu'une étape. Voilà, maintenant, pasteur, vous allez réagir rapidement parce que... Ce n'est qu'une étape. Vous ne permettez pas à notre confrère de réagir, c'est pas bon, on va aller à tous les rôles. Non, c'est une étape qui est franchie, la mise en place de la CENI et la Cour constitutionnelle. Tant bien que mal, elle est mise en place, mais elle ne reflète pas. Hein. Jusque-là, elle ne reflète pas, mais les gens ont accepté d'aller avec cette Cour constitutionnelle. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'il y ait des garanties aujourd'hui que les élections que nous allons organiser soient libres et transparentes. Mais c'est garanti. On a l'impression que l'opposition, même dans sa grande composante, se complaît un peu dans cette situation. C'est ça. Oui, mais c'est vrai que l'opposition se complaît, mais ce qui a lieu de faire aujourd'hui, parce que l'opposition sait que les expériences passées ont été tellement tristes, donc je crois qu'elle est plutôt avisée, elle est plutôt avisée et prudente, et donc elle suit le rythme, mais au même moment, je ne crois pas qu'elle va abandonner, l'opposition ne va pas abandonner ses exigences, qui sont les siennes, parce qu'au même moment où il y a quelque chose qui doit être mis en place, il faut que l'opposition participe, pour ne pas que demain, ne pas être surpris demain, comme par le passé pour les élections législatives de 2007, où il n'y a absolument pas des membres de l'opposition, mais dans les bureaux de vote et autres, et les CELI. Donc cette fois-ci, l'opposition est prudente, elle veut prendre, chaque fois qu'il y a un acquis, il y a un petit acquis, bon, l'opposition prend, et je crois que c'est de bonne guerre. Politiquement, c'est de bonne guerre. Je parlais de complaisance de l'opposition, et on a l'impression qu'elle s'est complaît dans cette situation. Oui, elle s'est complaît, effectivement, parce que après, comment l'appelle-t-on, après la mise en place de la CENI, de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, pratiquement, l'opposition est restée dans le mutisme total. Voilà. Vous parlez de réagir. Moi, je ne vois pas de réaction par rapport à la mise en place de ces deux institutions très proches de l'organisation des élections. Donc les réformes sont limitées. Je ne vois pas de réaction très vive de la part de l'opposition pour dire effectivement nous sommes d'accord, on est allé, mais c'est à titre entre guillemets conservatoire que nous sommes allés à la CENI. Mais ils sont là, les
choses sont là comme ça. Ils ne peuvent pas boycotter la mise en place de la CENI. Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'ils vont boycotter, mais au-delà de la participation, après avoir participé, ils devraient aussi expliquer à leur base que, effectivement, nous ne pouvons pas laisser la place vide. Mais ils ont fait. L'opposition a longtemps crié à la victoire. L'opposition a longtemps crié à la victoire à toutes les élections qui ont été organisées au Togo. Et ils disaient, pour vraiment avoir cette victoire, pour avoir cette victoire maintenant, pour qu'elle soit une réalité, il fallait forcément passer par des réformes qui étaient l'une des conditions sine qua non de garantir cette victoire. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons aller à ces élections sans passer vraiment vers l'organisation des locales? Les locales, parce qu'avec les locales... Non, les carottes sont cuites. Les carottes sont déjà cuites pour l'organisation des locales, parce que nous sommes à 6 mois, moins de 6 mois, des mois de 4 mois d'ailleurs même, si c'est en février, si c'est bien mars, donc les carottes sont cuites pour l'organisation des élections locales. Maintenant, je crois que tout est concentré sur l'élection présidentielle, mais je crois que le pouvoir en place, c'est que en organisant les locales et puis avec l'attribution des sièges des municipaux, par exemple, à l'opposition dans certains milieux, ça va fragiliser ces forces dans l'organisation de l'élection présidentielle. Voilà. Donc, il va falloir quand même qu'il fasse un forcing pour s'en passer de l'organisation des élections locales. Un avis que vous partagez à vous là. J'insiste et je l'affirme. Et l'organisation des locales, ça ne peut pas se passer aussi facilement comme ça. Voilà. Pourquoi vous dites ça? Dites-nous. Il y a aussi la question des moyens. Voilà. Quels moyens? Le gouvernement a organisé les législatives de 2013 sur fonds propres, sans soutien. Oui. Vous-même, vous savez ce que ça a coûté à l'État togolais. Oui. Aujourd'hui, se mettre à organiser les élections locales et les élections présidentielles en 2015, je vois que ça serait un peu trop lourd pour... Pourquoi ne pouvons-nous pas organiser coupler les élections législatives et les locales pour économiser? Voilà. Là aussi, c'est une alternative, mais encore faudrait-il voir si on a aussi les possibilités nécessaires pour le faire. C'est-à-dire, tout cela, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. S'il y avait la volonté politique, on peut organiser les locales. Le Togo a de l'argent. Pasteur, après, je disais en introduction de l'émission que l'Église catholique du Togo et l'Église évangélique presbytérienne du Togo, également l'Église méthodique également du Togo, on fait un appel à une relance du processus de réforme institutionnelle et constitutionnelle. Le clergé se lève à la dernière minute pour appeler les différents acteurs de la classe sociopolitique togolaise à aller aux réformes, notamment avec l'examination, la réexamination, je vais dire, de la loi introduite au Parlement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de signaux là. Vous ne voyez pas? Oui. Je pense que le clergé a toujours joué un rôle il a été impartial toujours. Impartial. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est plus impliqué dans la vie politique. Oui. Non, mais c'est naturel. Ils sont des citoyens. Voilà, avant tout, ils sont des citoyens. On a longtemps accusé d'être mutisme, de son mutisme. En même temps, on a beaucoup accusé le clergé d'être mutisme. Non, peut-être certainement il y avait des discussions dans les coulisses pour voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Mais je crois que peut-être que ces passerelles n'ont pas tellement donné de résultats. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont obligées de sortir de leur torpeur, de leur mutisme. Et c'est ça qui... Et justement, j'apprécie en tant que pasteur. Moi, je suis dedans depuis longtemps. Je suis toujours dedans. J'en parle tous les jours, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je salue le courage de nos collègues. Enfin, c'est des aînés dans le ministère, dans le ministère pastoral. Je crois que c'est un appel qui vaut son pesant d'or parce qu'ils ont analysé la situation et ils ont invité tous les acteurs politiques de tous bords politiques compris, à se ressaisir pour que le Togo pour que l'élection présidentielle s'organise dans de meilleures conditions. Je crois que ma prière, c'est que les acteurs politiques puissent se saisir rapidement et surtout le pouvoir, le régime en place puisse se saisir parce que nous estimons que quand les hommes de Dieu parlent,
c'est Dieu qui parle. Et surtout, ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour prévenir. C'est pour prévenir le Togo. Voilà. Enfin, je ne suis pas en train de parler de l'apocalypse, loin de là. Mais quand même, il faut prévenir. Et ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle d'apaisement. On va permettre à notre ami Isaka de réagir parce qu'on a entre-temps court-circuité. Vous allez aller rapidement. Non, je pense que mon avis n'est pas trop loin de ce que le pasteur m'a dit. Et le clergé a toujours joué un gros rôle dans la crise la vie politique que connaît le Togo. Et c'est vrai, c'est des hommes de Dieu et ils ne sont pas forcément obligés d'intervenir à tout bout de champ dans le débat politique. Politique. Il faut attendre, voir comment les choses évoluent. Des solides publics, des solides publics. Je n'en veux pour preuve que les législatives de 2013 avec l'intervention de Monseigneur Bariga qui a permis, en fin de compte, d'avoir la tous les acteurs politiques à cette élection. Et l'appel que le clergé vient de lancer aussi, je pense que ça a été clair. L'appel a été clair à l'intention des politiques. C'est une question de responsabilité et de prise de conscience des politiques. Parce que si la situation perdure jusqu'alors, je pense qu'ils sont quelque part les premiers responsables. Il suffit qu'ils essaient d'imprimer une volonté politique, les uns, avoir confiance les uns les autres. Après tout, nous sommes tous des Togolais. Chacun milite pour, même si quelque part les politiques... on leur intérêt, on le calcule. Fait le calcul. De faire le calcul, mais après tout, nous sommes tous des fils de cette patrie que nous défendons tous. Je pense que les politiques doivent prendre conscience de la situation dans laquelle le Togo a vécu pendant longtemps pour pouvoir aider à sortir les Togolais de ce marasme que nous connaissons actuellement. Il faut dire que l'appel ne s'adresse pas qu'aux partis au pouvoir, il s'adresse également aux autres partis de l'opposition. Et on appelle les uns et les autres, notamment l'opposition, à prendre également ses responsabilités pour l'apaisement du climat politique au Togo. C'est d'ailleurs le rôle impartial du clergé. En appelant les deux partis à chacun de prendre ses responsabilités, je crois que c'est ça l'impartialité. Et aujourd'hui, je crois quand même que l'opposition à un certain moment quand même aussi doit revoir un peu certaines de ses copies, pour qu'on ne s'enlise pas, dans des discussions qui sont inutiles, des trucs, quand vous savez que ça ne peut pas être fait. Je ne crois pas que ça ne sert à rien de continuer. C'est vrai, c'est politique, mais je crois que ça va être une perte de temps. Et l'opposition, à ce moment-ci, doit être plus responsable qu'avant, faire de telle sorte que les citoyens puissent avoir confiance en eux et savoir que c'est des gens qui aspirent au pouvoir de demain. Et c'est ça qui va déterminer ce que 2015 sera pour le peuple togolais. Parlant justement d'opposition, Monsieur Haruna Isaka, dans votre journal, vous consacrez un article à cette opposition, notamment l'opposition togolaise à la croisée des chemins. Vous dites la coalition Arc-en-Ciel en difficulté, le CST mal en point, balaie le boulevard du Palais de Lomé 2 pour Fort Gnassingbé en 2015. Oui, effectivement, dans cet article, nous avons soulevé les querelles intestines au sein de cette l'opposition. Au-delà des réformes qui préoccupent l'opposition, elle voit aussi 2015 venir. Et là aussi, il faut essayer de s'apprêter. Et c'est là qui est un peu le problème qui mine actuellement l'opposition. Et à savoir le problème entre la LC et la DI à propos de la désignation des représentants de la CENI. Et il y a la coalition Arc-en-Ciel aussi qui est mal en point avec la crise, le choix du candidat unique à l'intérieur de cette coalition. Avec Maître Tiassona qui n'apprécie pas. Il y a aussi Antoine Folie qui ne décolère pas avec la gestion au sein de la coalition d'extraction. Bon, tout ça là, ça fait que ça fragilise d'avance l'opposition dans sa vision d'avoir un candidat ou d'aller à un rang très serré contre un pouvoir qui est pour le moment calme dans son coin, muet, mais qui fait du travail souterrain pour préparer 2015. Non, dire que l'opposition à la croisée des chemins, je ne crois pas, je ne partage pas. Écoutez, il faut savoir que dans ce pays, l'opposition fait
ce qu'elle peut faire dans son rôle. Pourquoi? Parce que moi, je connais le rouage politique, je connais bien le parti au pouvoir, pour avoir longtemps travaillé avec eux, je les connais bien. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Et l'opposition est en train de faire est dans son rôle. Et il ne faut pas continuer à critiquer l'opposition parce que c'est un pays dans lequel les gens veulent garder le pouvoir, veulent s'éterniser au pouvoir et ils sont prêts à tout faire. Oui, mais pourquoi ne pas critiquer cette opposition dans la mesure où elle ne s'entend pas? Non, c'est normal. Oui. Je suis d'accord qu'on puisse critiquer. Cette guerre au sein de cette opposition ne contribue pas à la fragiliser. C'est vrai que ça contribue. Ces guerres contribuent à la fragiliser, mais il ne faut pas trop en tirer sur elle. C'est vrai que c'est sa cuisine interne qui puisse naturellement la fragiliser, mais il faut quand même, moi plutôt, je tire chapeau à l'opposition de pouvoir résister. Le fait qu'elle résiste à un pouvoir en place, ça ne fait pas. Le pouvoir, c'est qu'il a une opposition. Même des fois, si le pouvoir passe par tous les moyens pour la fragiliser, c'est vrai que ces crises internes-là, vous ne pouvez pas voir, il ne serait pas surpris de voir le pouvoir troubler, jouer au trouble-fête en appuyant ceux-là sur qui ils peuvent compter pour dire, écoutez, fragiliser plus l'opposition, tirer plus encore sur l'opposition pour que nous puissions avoir. Je sais, voilà, je maîtrise, Daniel, non, ce n'est pas des prétentions. Daniel, je maîtrise le système, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Mais quand même, il faut avancer, pasteur. On va avancer. Nous allons clore un peu cette page politique, la page politique de cette émission. Nous allons avancer un tout petit peu avec cette crise. Je vais parler de ces crises ces braquages à répétition que nous avons eu à constater dans notre pays, le Togo. Le dernier en date est celui intervenu à Redranaoué et à l'aéroport international de Lomé où une personne aurait perdu la vie. Nous allons suivre l'élément qui va suivre. Tout juste après, on reviendra pour en parler. Un mort et 3 blessés ainsi qu'une importante somme d'argent emportée. C'est le bilan que l'on peut faire du braquage qui s'est déroulé ce dimanche sur le parking de l'aéroport international général Gnassingbé et Yadéman. Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les victimes étaient des commerçants qui s'apprêtaient à voyager. Ils ont été braqués par 3 individus armés de Kalachnikov, un drame qui repose la question de l'insécurité sur notre territoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire ces individus. Il faut pour cela communiquer toute information à votre disposition aux numéros verts que sont le 115, le 117, le 171 et le 172. Voilà, retour sur ce plateau, chers invités. Je vous rappelle, mesdames et messieurs à la maison, que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour vous, pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point, Isaka Aruna, directeur de publication du journal Le Patriote, et le pasteur Edo Kwame. Il est le président du mouvement Martin Luther King. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça, tu es arrivé. Voilà, vous avez suivi l'élément. C'est la psychose à Lomé. Ce n'est pas la première attaque, le premier braquage du genre. On a assisté d'abord à l'assassinat du consul du Liban au Bénin, au Togo également, il est ici. Et le dimanche dernier, c'est à l'aéroport. Premier commentaire d'entre les jeunes. Moi, le premier commentaire par rapport à ces multiples braquages, c'est que moi, sans trop exagérer, moi je dis que le pays est en danger. Voilà. Le pays est en danger parce que le mode opératoire de ces braqueurs et l'heure à laquelle il le faut, à visage découvert. Ouais, mais ça, c'est un défi à la sécurité du pays. Hier, c'était à la rue, dans une rue sur la route de Daneho. Voilà. Avant-hier, c'est au Grand Marché. Nous avons oublié de citer le Grand Marché. Aujourd'hui, c'est à l'aéroport. Le dimanche à l'aéroport. C'est un point sensible. Et de l'aéroport à la présidence, il n'y a que quelques mètres, si je peux dire ainsi. Mais imaginez ce qui pourrait arriver prochainement. Donc, pour le moment, moi je dis, sans exagérer, que la sécurité du pays est très au rouge. Et le ministre de la Sécurité, toutes les composantes de l'armée impliquées dans la sécurité de l'armée doivent ouvrir les yeux, dire que pour le moment, le système
est Défaillant. défaillant et qu'il faut revoir le système de sécurité de notre pays. Voilà, le pasteur Edo Komi, le Togo particulièrement, était connu à l'époque pour ces trucs, c'est-à-dire la sécurité de son État, la force des forces de sécurité et de l'ordre. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une faille dans notre système de sécurité avec ces braquages à répétition. Peut-être que c'était un semblant, parce que c'était un semblant, il n'y avait pas eu tellement de mouvements opposés comme on le voit aujourd'hui. Je crois que c'est à force de cela qu'on peut tester l'efficacité des forces de sécurité. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de le voir ces derniers temps, entre 2 mois, il y a eu tellement de braquages, d'assassinats. Personne n'ignore le chèque en blanc, qui constitue le budget de la sécurité et de l'armée. C'est blanc, c'est tellement blanc qu'il y a de l'argent qui, en principe, il y a de budget. Mais voir ces gens-là à l'aéroport, un point tellement stratégique qui devient si poreux, qui devient comme c'était la jarre passoire, je crois quand même que, comme il a dit, c'est le Togo est en danger. Juste pour ajouter que chez moi, à Krologo, la dernière fois, c'était il y a 10 jours aujourd'hui, mais il y a un groupe de gens armés qui sont allés tirer sur un couple chez lui à la maison. On n'a pas parlé officiellement. On ne vous en a pas parlé officiellement. Je dis, c'est chez moi, à Krologo, dans la préfecture de Vaud. Ils ont tiré sur l'homme et sur la femme. L'homme a été admis au CHU Sylvanus Olympio. C'est hier qu'il s'est remis un peu. La femme, quant à elle, a été hospitalisée à l'hôpital d'Afagnan. Mais les gens ont tiré tellement là-bas, ont tiré tellement dans ce village qu'on ne nous en a pas parlé. Oui, mais c'est dû à quoi? Ça dit, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a un motif? Il n'y a pas de motif, voilà, par exemple, pour ce cas. On sait que le braqueur, il va peut-être pour. Oui, bien sûr, c'est que. Non, oui, c'est pour aller dérober. Ils ont pris quand même une somme d'argent des victimes. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme il le disait tout à l'heure, ça fait très mal. Les gens peuvent librement, au vu au-dessus de tout le monde, isoper. Et sans être cagoulés. Cagoulés, oui, à visage découvert. À visage découvert, ils le font, et à moto. Ils le font, et à moto, ils le font. L'opération se déroule toujours à moto. Alors, où sont les forces de sécurité? À l'aéroport. Donc, je crois quand même que là, ailleurs, il faut le dire, ailleurs, le ministre de la Sécurité aurait déjà déposé sa démission. Mais s'il ne veut pas, le chef de l'État le force à démissionner, parce que là, il y a défaillance. C'est la sécurité de tout un peuple qui est en jeu. On ne doit pas badiner avec la vie des gens. Là où il y a les forces de sécurité, si de telles opérations s'exécutent, là où il y a les forces de sécurité, alors, chez toi, par exemple, Daniel, chez toi, si un jour on dit que un de tes frères est venu des États-Unis et puis il y a de l'argent chez toi à la maison, donc il y a pas, je sais pas, tu as de gardien. Tu n'as même pas de gardien chez toi. Ils vont facilement venir te braquer. Voilà. Et c'est fini. Et tuer les citoyens comme ça. Voilà. Non, je crois quand même que le Togo est en danger, comme il a dit. Il va falloir quand même qu'on revoie. Nous avons des agents de renseignement. Le Togo est reconnu pour être réputé en agents de renseignement qui sont en civils, qui circulent un peu partout, mais c'est des choses qui devaient préalablement prévenir. Et il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance à l'aéroport. Même quand les gens, après avoir fini leur sale besogne en train de partir, la caméra là peut facilement les cibler et savoir où ils sont en train d'aller et les poursuivre. Mais s'il n'y a pas de caméra de surveillance à l'aéroport, je crois quand même que c'est un problème. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est les armes qu'ils utilisent pour commettre le forfait des Kalachnikov. Ouais. C'est pas, ça ne court pas les rues. Hein, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les guerres, avec le truc de Mali, avec le Nigeria qui nous entoure. Les armes, c'est comme si de pain, hein, c'est comme si de pain un peu partout. C'est pas un pistolet, c'est pas un truc, c'est une arme. Oui, c'est une arme lourde, c'est une arme qui est. Oui, c'est une arme d'assaut. Oui, bien sûr, c'est ça. Où est-ce que les gens là se procurent de ces armes? C'est la question d'interrogation. Voilà. C'est le point d'interrogation. Non, comme il a dit, les pays de la sous-région ont connu des troubles un peu partout, et ça fait que les armes sont devenues comme des portables que nous achetons un peu partout. Et la Kalachnikov, je ne suis pas spécialiste. Oui, mais c'est une arme d'assaut. Compte tenu des objectifs que les braqueurs veulent atteindre, mais on peut la dissimuler n'importe comment, parce que
là où vous êtes sur votre engin ou dans votre véhicule, vous allez. C'est pas aussi facile de voir qu'ils tiennent quelque chose parce que c'est eux seuls qui savent comment ils veulent faire et quel objectif ils veulent atteindre. Mais au-delà de ça, je voudrais un peu revenir. Nous avons écrit cette semaine par rapport à ces braquages, on a titré que les bandits défient le ministre de la Sécurité. Oui, c'est une défiance. C'est une défiance, effectivement, parce que le ministre de la Sécurité, le colonel Yak Damehan, c'est quelqu'un qu'on connaît bien pour sa rigueur, tout ce qu'il a pu faire comme effort dans le métier de la sécurité avant d'être ministre. Mais ce qui ne cloche pas un peu, c'est que depuis qu'il est arrivé, la communication semble prendre un peu le pas sur les actes. Voilà. Il communique, c'est bien. Mais au-delà de la communication, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le braquage d'Ave Pozo, on nous a promis qu'on est sur les enquêtes. Ce n'est pas encore arrivé. Et d'autres s'en suivent. Jusqu'alors, c'est là, nous on dit que le colonel Yak doit revoir son système sécuritaire parce qu'au-delà de la communication, il faut agir. Le pays est en danger, comme je l'avais dit entre-temps, il va falloir réagir. C'est la réaction seule qui peut, comment l'appelle-t-on, dissuader un peu cette violence qui se vit actuellement dans les cas. Il y a quelques jours, moi je m'étais rendu à la plage de Lomé, j'ai vu un homme se faire agresser par des voyous à la plage. Il était en compagnie de sa copine. Mais je n'arrive pas à comprendre comment même ce coin, cette plage de Lomé qui est très fréquentée par des touristes ne soit pas sécurisée. Oui, bien sûr. Les gens se font agresser. Bon, c'est pas, on dit, mais c'était devant moi parce que j'étais allé à la plage et j'ai vu cette scène vraiment qui m'a choqué. Moi, j'étais obligé de fuir. Parce qu'une zone qui est ouverte à la mer, où les gens, les touristes viennent, doit être fortement sécurisée. Je crois que je rejoins pour dire que le colonel Yak, on le connaît en tant que quelqu'un qui a de la rigueur, qui a fait ses preuves dans l'armée, et ça, vraiment, il sait bien communiquer, mais je crois quand même qu'il y a tellement de communication, il va falloir agir. Et il va falloir les actes doivent dominer, doivent prendre le dessus sur la communication. Les actes doivent dominer, sinon, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est la psycho totale. Les Togolais, on ne sait même pas à qui le tour, quand est-ce qu'on peut être braqué, on peut être victimisé, et cela, ça relance sur le problème de la défaillance de la sécurité. Et c'est un défi. Et nous attendons que les prochains jours, on puisse nous dire les résultats de ces enquêtes. Arrêter, mettre la main sur les vrais auteurs, qu'on ne vienne pas nous présenter de n'importe qui, mais qu'on présente des vrais auteurs et qu'on sache que c'est eux qui sont en train d'opérer, de perturber notre tranquillité. Voilà. Dernier mot. Oui, entre-temps, vous avez parlé de la sécurité au niveau de la plage. Au niveau du grand marché même, la sécurité est faible. Effectivement. Un commissariat. Vous voyez les petits bandits piquer des choses. Vous parlez même, vous allez voir un corps habillé qui passe. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il dit ça ne le concerne pas. Il fait le différent et puis il s'en va. Même à la plage, donc vous parlez. Il y a au même moment, il y a les policiers qui s'occupent de la circulation, qui sont là. Des taximans qui prennent 1000 francs, 500 chez les taximans. Ils voient tout ce désordre au niveau de la plage, personne n'intervient. Entre-temps, ils avaient parlé de la police de proximité. Je ne sais pas ce que c'est devenu cette affaire. Que sont devenus les araignées? Les araignées, tout ça là, c'est quoi? C'est devenu quoi? Donc tout ça là, je pense que c'est à revoir pour la sécurité de la population. Voilà, c'est à revoir pour la sécurité. C'est vraiment très important parce que notre sécurité en dépend effectivement. Nous allons croiser les doigts et que ces informations, ces messages ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Nous allons aborder à présent, mesdames et messieurs, la dernière ligne droite de notre émission. Elle est consacrée à la rentrée scolaire. Nous savons qu'en début de semaine, elle a failli être perturbée par les mouvements des enseignants. Mais nous allons suivre un peu ce reportage qui nous montre un peu l'ambiance de cette rentrée. L'appareil éducatif de l'année académique 2014-2015 est mis en marche sur toute l'étendue du territoire national depuis ce lundi 29 septembre. La preuve, cette descente dans les établissements scolaires de la délégation des ministres en charge de l'éducation au Togo. Nous sommes au lycée de Tocoin, tout a bien repris, comme nous le confirme monsieur le proviseur.
Tous ceux qui avaient cours le matin à 7 heures sont arrivés au poste. À côté, c'est le lycée scientifique qui est également visité. Là, le tableau se salit déjà. Actuellement, on est en cours d'SVT. Ce qu'on aborde ce matin, c'est les constituants chimiques de la matière des êtres vivants. Une autre étape importante de cette tournée, c'est bien la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Le premier signe important qu'il faut retenir par cœur, c'est la fièvre. Cette fièvre d'installation brutale. C'est ça qui est le gilet ici, par une personne avec beaucoup de couverture qui grelotte. Au lycée technique d'Adito Gomé, avant de constater l'effectivité de la rentrée scolaire, la délégation donne déjà le bon exemple d'hygiène. Même exercice au lycée moderne d'Adito Gomé. Sensibilisation des élèves sur la maladie à virus Ebola. Ici, au complexe scolaire Bordeaux à Apedokwe, c'est plutôt les bonnes dames revendeuses de nourriture dans l'établissement scolaire qui ont été sensibilisées à plus d'hygiène. Du lycée de Tocoin, lycée technique d'Adito Gomé, lycée moderne, passant par le complexe scolaire Bordeaux et le collège protestant, la délégation a fait sa lecture de la rentrée scolaire 2014-2015. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'industrie et moi-même avons constaté que la rentrée est effective. Et partout où nous sommes allés, nous avons vu également qu'il y a une reprise des cours de tous les enseignants, sauf ici même où on nous a signalé 1 ou 2 cas et des rapports qui nous viennent de l'intérieur du pays. Là également, la rentrée 2014-2015 a été effective sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les tensions syndicales et la menace de grève des enseignants qui planent sur la rentrée scolaire 2014-2015, la seule note qui retient l'attention ce 29 septembre, c'est qu'il y a eu la reprise des classes à la date prévue. Voilà, comme je le disais tantôt, nous abordons le dernier virage de cette émission avec la rentrée des classes 2014-2015. Plus de peur que de mal, Pasteur Ido Kwame, on a cru que cette rentrée devait être encore perturbée avec les grèves des syndicats de l'enseignement. Enfin, le signe indien vient d'être brisé. Vient d'être brisé parce que ça fait 3 années successives, il y a toujours eu des reports pour les dates de la rentrée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'on est sorti définitivement, on est à l'abri des troubles, des zones de turbulence, parce que tous les syndicats se sont désormais accordés sur le 7 octobre prochain. Dans le lundi. Lundi. Donc, attendons de voir si le gouvernement va tenir sa parole. C'est-à-dire, je crois les salaires sont déjà presque payés, puisque le ministère... Les salaires du mois sont presque déjà payés. Et dès que c'est versé, le ministère a promis que dès que c'est versé, ils vont voir le paiement des primes de bibliothèque et de rentrée. Bon, nous attendons voir ce qui va se passer après le 7, mais je doute fort que le début de cette rentrée ne soit encore perturbé. Ce n'est pas bon pour nos enfants qui aspirent à être éduqués, qui aspirent à poursuivre leurs études. De toute façon, nous attendons voir ce qui va se passer. Oui, mais comment expliquer, chers confrères, que cette situation perdure ça fait plusieurs années qu'on assiste à ces mouvements sans trouver vraiment de solution. Comment l'expliquer cela? Bon, je pense que c'est une question de compréhension. Voilà. Une question de compréhension entre les acteurs de l'éducation. Le gouvernement, de son côté, dit qu'il fait d'efforts, mais les enseignants disent que ça ne suffit pas. Effectivement. Quand vous voyez le secteur de l'éducation, c'est un secteur vraiment à problème. Depuis un bon temps, les ministres se sont succédés à la tête de ce ministère, mais jusqu'alors, personne n'a pu maîtriser. Oui. C'est un secteur très compliqué. Et c'est normal parce qu'on a construit peut-être des piliers pourris. Peut-être il faut aller à la base, retrouver, refaire ces oui, peut-être, sûrement. Je crois qu'on a l'habitude de bâtir sur le sable. Voilà. Et quand on bâtit sur le sable,
l'écroulement ne peut qu'être profond. Et voilà, c'est ce qui se passe parce qu'on ne s'attaque pas aux racines des problèmes. On essaie juste de voir légèrement. Et c'est parce que, comme il a dit, le secteur de l'éducation, c'est des gens qui se donnent beaucoup, mais quand vous voyez leur vie reste encore toujours misérable. Et je crois quand même qu'ils ont raison de demander. Bon, nous saluons quand même ces efforts du gouvernement, ça il faut être honnête pour le dire. Maintenant, quitte aux enseignants aussi, des fois quand vous demandez, quand vous allez au consensus, au dialogue, il faut accepter, perdre un peu, et pas tout gagner. Donc je crois les enseignants aussi, tout ce qu'on peut leur demander, un peu de patience, un peu de patience. Voilà, Aruna. Oui, je pense que pour cette rentrée, il faut saluer le sens de responsabilité des deux parties, que ce soit les enseignants ou le gouvernement, parce que les enseignants, malgré tout, ont finalement accepté reprendre le chemin des classes. Le gouvernement, de son côté, évoque comme raison, les raisons qu'ils ont évoquées, mais au-delà de ces raisons, moi je pense personnellement que le gouvernement doit aller au-delà. Parce que quand on prend le nœud du problème, c'est les primes de rentrée. On ne devrait pas cette année revenir encore sur cette affaire de primes. Parce que ça fait au moins 3 ans que le gouvernement, au cours des discussions, a accepté. Vous demandez ceci, je vous paie. Mais pour le moment, je ne peux pas vous donner 150 000. Je vous donne 120 000. L'année prochaine, j'augmente. L'année qui vient, j'augmente. Et bizarrement, c'est cette année que les choses doivent aller au seuil, c'est-à-dire 150 000. Et le problème persiste encore. Moi, je vois là-bas que le gouvernement a manqué un peu. C'est vrai, ils ont évoqué le problème des salaires. Je ne vois pas en quoi le problème des primes va se confondre à celui des salaires. C'est depuis 2014. J'estime que les primes de cette année devraient être incluses dans le budget 2014. Oui. C'est depuis 2014, bien sûr. C'est depuis 2014. Et on ne devrait plus revenir sur ça. D'ailleurs, on dit prime de rentrée. Ce n'est pas à la veille de la rentrée. 2 jours de la rentrée, voilà. C'est ça que moi je ne comprenais pas. Pourquoi ne pas le faire à un mois? Voilà. Et dans les vacances. À l'enseignant de savoir, dans les vacances. Pourquoi ne pas le faire dans les vacances? Ok, j'ai ce budget. Voilà le programme que je fais. J'ai tel besoin familial. J'ai tel besoin. Et qu'est-ce que je peux mettre pour motiver la reprise dans l'achat de mes documents de travail, pour motiver, pour savoir s'organiser même avant la rentrée. Je crois comme il le dit, comme il a bien, c'est un peu regrettable. Et le gouvernement doit pouvoir s'arranger pour que il a bien dit, rentrée, il a bien dit parce que au fait c'était prévu, c'est dans le budget. Donc s'il y a ce volet, s'il y a ce volet là du budget qui doit être destiné au paiement des primes, je crois que les salaires, au fait, ne vont pas empiéter sur le volet des primes. Et ça, bon, quand vous dites ça aux gens qui sont des intellectuels, ils vont dire, mais écoutez, monsieur le ministre, pourquoi vous nous prenez si légèrement? Donc, je crois quand même que c'est une affaire de volonté, le gouvernement a manqué, et ça, il le dit, les enseignants doivent être bien traités, doivent être bien payés pour pouvoir continuer par donner. Vous voyez que depuis là, les résultats sont à la baisse. Sont à la baisse. De réussite au baccalauréat. Donc, je crois quand même que cette année, il va falloir motiver. Pourquoi pas même à la fin de l'année, pourquoi pas ne pas primer les meilleurs enseignants. Il y a des écoles qui ont tout le temps 100% de réussite au CPD, tout ça là. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Il faut les primer pour pouvoir motiver les gens à l'excellence. C'est très important. Voilà. Oui, je voudrais ajouter que déjà, la fin de l'année, et par le passé, il y avait toujours des difficultés pour organiser les examens. Mais cette année, on n'a pas eu ça. On a fait un effort. Les enseignants, ils ont compris, ils ont fait dans le calme tous les examens. Mais c'est là que ça devrait être un élément déclencheur pour les encourager avant même la rentrée. Donc, le gouvernement vraiment doit essayer de les encourager. Ils font beaucoup d'efforts. Ils s'occupent de nos enfants. Ils s'occupent de l'avenir. Ils se sont occupés de nous-mêmes. On dit que c'est le métier le plus ingrat au monde. Il faut leur reconnaître ce qui leur revient.
Voilà. Nous allons croiser les doigts, chers invités, pour que les situations que nous avons connues entre-temps avec la sortie des élèves dans les rues ne puissent pas se répéter. Non. Et je vais vous remercier. C'était un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau, Pasteur Edo Kwame. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci d'être passé. Merci Daniel, c'est un plaisir pour moi de partager ces informations avec le peuple togolais. Et je crois qu'à la prochaine fois. À la prochaine fois. Le plateau il vous appartient désormais. Vous serez le bienvenu. Merci également à vous, Issaka Aruna, directeur de publication du journal Le Patriote. Merci Daniel pour nous avoir donné cette opportunité de venir partager nos petites pensées avec... Non, ce ne sont pas des petites pensées, ce sont des grandes pensées. Nous espérons que tout ce que nous avons eu à dire sur ce plateau pourrait tomber dans de bonnes oreilles pour que le pays puisse profiter et s'avancer comme on le voudrait. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. J'espère vous recevoir très prochainement. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir. Au revoir.